Bonjour à toutes et à tous. Je m'excuse de regarder mon téléphone, mais c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur nos présentatrices d'aujourd'hui. Alors, il me fait plaisir de vous présenter Dr Anne-Marie Pinard. Elle a complété sa formation médicale et sa résidence en anesthésiologie à l'Université de Montréal. Elle est chef du service de douleurs chroniques du CHU de Québec. Elle est professeure titulaire à l'Université Laval, chercheur au CIRAIS et détient une maîtrise en technologie éducative. Dr Pinard est titulaire de la chaire de leadership en enseignement de la douleur chronique qui vise à améliorer la prise en charge de la douleur chronique par les professionnels de la santé et à offrir aux personnes vivant avec la douleur chronique des ressources validées et un outil d'autogestion. J'aimerais également vous présenter Pascale Marié-Deschaines. Elle est d'abord titulaire d'un baccalauréat en travail social de l'Université de Montréal. Dès 2009, elle assure la coordination de plusieurs projets de recherche et soutient les initiatives de différents chercheurs. Son intérêt pour l'application des connaissances et la recherche axée sur le patient influence ensuite l'objet de ses travaux de maîtrise et de doctorat en sciences cliniques et biomédicales à l'Université Laval. Elle a d'ailleurs concrétisé le co-développement du programme en ligne d'autogestion de la douleur chronique Agir pour moi lors de ses études doctorales. Il y aura aussi une période de questions à la fin de la présentation. Merci Marianne. Bonjour tout le monde. Je suis Anne-Marie Pinard, ma collègue Pascale, parce que notre nom n'est pas écrit dans notre front. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de douleurs chroniques. Donc, on va alterner la discussion. Aujourd'hui, on va vous parler un peu de douleurs et de sclérodermie. Il faut savoir que ni une ni l'autre, on est des spécialistes de la sclérodermie. On travaille plutôt dans le monde de la douleur chronique, mais malheureusement, il y a une bonne intersection entre les deux. On va parler des approches pharmacologiques et non pharmacologiques de la douleur chronique. On va parler d'autogestion, puis on va essayer de se garder une quinzaine de minutes à la fin pour répondre à vos questions. Évidemment, on ne peut pas répondre à des questions très précises sur une situation médicale ou autre très précise, mais s'il y a des questions plus générales, ça va nous faire grand plaisir d'en parler avec vous. Fait que je laisse Pascal commencer. Très bien. Donc, juste un petit préambule. L'expérience de la douleur, elle est toujours à la fois physique et émotionnelle. Donc, je pense que c'est intéressant de vous le partager dès le départ. En fait, on a beaucoup tendance à associer la douleur à une expérience que l'on vit physiquement, mais on doit d'emblée faire de la place à tout ce qu'il y a dans notre tête, donc nos émotions et ce que l'on ressent dans notre corps, c'est constamment en interaction. Alors, une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc, il n'y a pas besoin d'y avoir nécessairement de lésion pour qu'on ait de la douleur et vice-versa. Il peut y avoir des lésions et que, bizarrement, on n'ait pas de douleur. Donc, quand on regarde plus spécifiquement par rapport à la sclérodermie, quand on regarde la sclérodermie systémique, on a un petit peu plus d'études que pour d'autres types de sclérodermie. 80% des personnes qui vivent avec la sclérodermie systémique rapportent vivre de la douleur et, dans le fond, 45% d'entre elles rapportent vivre de la douleur tous les jours. On a 38% qui rapportent une douleur modérée à sévère. Quand on fait le parallèle, on a 46% dans une étude européenne des participants avec une sclérodermie localisée qui ressentaient un peu, donc là on a 32% qui rapportaient un peu de douleur, beaucoup de douleur dans 9% des cas et énormément de douleur dans 4% des cas ou des mangeaisons. En fait, c'était les deux qui étaient évalués en même temps dans l'étude. Donc, les données que l'on a, c'est que ça peut toucher bien évidemment plusieurs parties de votre corps. La plupart des gens vont rapporter des douleurs aux mains, donc liées potentiellement aux ulcères, par exemple. Des douleurs lombaires, il y a plusieurs personnes qui vont rapporter que c'est même le premier type de douleur qui ressentent. Donc, la douleur lombaire, puis douleurs liées au syndrome de Raynaud, des maux de tête, mais ça peut bien évidemment dépasser tout ça. Puis on va parler de difficultés sur le plan gastro-intestinal, des douleurs thoraciques diffuses lors de la déglutition, dis-je. Donc, ça peut vraiment toucher plusieurs parties de votre corps. Puis quand la douleur survient, elle est d'abord aiguë. C'est-à-dire qu'une douleur qui est ressentie pendant moins de 3 mois, c'est la douleur avec laquelle on est souvent plus familier, va être une douleur aiguë.
et elle va devenir chronique à partir du moment où ça fait plus de 3 mois que l'on ressent de la douleur. Et on ne gère pas ces deux types de douleurs-là de la même façon. C'est-à-dire que quand la douleur elle est aiguë, on a des bonnes connaissances sur le plan des mécanismes qui sont en cause habituellement. Et là, on va parler d'utilisation de la médication. Puis souvent, on va arriver quand même à bien soulager la douleur aiguë avec la médication. On va suivre les instructions médicales, puis des fois, bien, ça peut impliquer du repos finalement et d'immobiliser potentiellement la section du corps, la partie du corps qui est atteinte. Quand on balance vers la douleur chronique, donc quand la douleur est ressentie depuis plus de 3 mois, bien là, à ce moment-là, il faut changer nos comportements vis-à-vis cette douleur-là. Elle ne sera pas soulagée de la même façon et notre compréhension des mécanismes, dans le fond, pourquoi la douleur passe d'une douleur aiguë à une douleur chronique, notre compréhension de ça, elle n'est pas si bonne que ça. On n'a vraiment pas toutes les réponses en ce qui concerne la douleur chronique. Et souvent, ce n'est pas juste ce qui se passe dans notre corps, il y a ce qui se passe dans notre tête, il y a comment on est accompagné à travers tout ça, qui peut avoir un impact très, très important. Donc, on va parler de comportements qui sont distincts. Donc, oui, l'utilisation de la médication. Puis là, évidemment, là, quand on va parler de la médication avec Anne-Marie aussi tout à l'heure, là, c'est important que vous reteniez que c'est la médication pour la douleur. Je ne suis pas en train de vous dire que les médicaments pour tout ce que vous pouvez avoir d'autres, finalement, liés à la sclérodermie, que ça fonctionne moins bien quand on a une douleur chronique. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis vraiment en train de parler de pour soulager précisément la douleur. Dans le fond, l'utilisation de la médication, elle va avoir ses limites et souvent, on va l'utiliser plus pour avoir un gain sur le plan du fonctionnement. C'est-à-dire que si vous êtes capable de reprendre certaines activités, si vous êtes capable de vous sentir mieux au quotidien, bien pour nous, ça, c'est un indicateur que la médication, elle fonctionne puis qu'elle est quand même adéquate. Et on sait par expérience que dans le meilleur des cas, habituellement, on va diminuer la douleur d'à peu près un 30 %. Fait que souvent, on peut avoir l'impression que la médication, elle n'est pas efficace, mais c'est à peu près ça qu'on peut obtenir comme résultat. Donc, ça nous amène à considérer des approches qui sont non pharmacologiques, donc non liées à la médication. Et souvent, on va parler du développement de stratégies d'autogestion. Donc, vous, qu'est-ce que vous êtes capable de faire sur le plan de vos habitudes de vie potentiellement pour améliorer votre quotidien, de l'exercice, de la méditation, et on va y revenir tout à l'heure. Alors, si on parle un petit peu de plasticité cérébrale, la plasticité cérébrale, c'est quoi? C'est tout ce qui nous amène à un apprentissage. Par exemple, marcher. Quand on apprend à marcher, vous avez sûrement des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces. Quand on apprend à marcher au début, c'est très difficile. Mais éventuellement, en se pratiquant, on devient meilleur. Et c'est parce que le chemin vers la technique de marche dans notre cerveau devient... Au début, c'est un petit chemin de gravelle, puis éventuellement, ça devient une rue, une autoroute. Donc, le chemin se fait. C'est de la même façon que, par exemple, les Olympiens vont développer une capacité, par exemple, à tirer une flèche dans le milieu d'une cible. Au début, ils n'étaient pas bons. Ils l'ont appris, ils ont intégré le mécanisme, et là, le chemin devient de plus en plus fluide. Malheureusement, la plasticité cérébrale, ça s'adresse aussi à des conditions de douleur chronique. Puis je vais vous expliquer d'une façon très simple pourquoi puis c'est quoi l'importance. Je vais reculer, je vais avoir besoin d'un ou une volontaire. Promis juré, ça ne fera pas mal, puis ça dure 25 secondes maximum. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à se prêter à un jeu facile? Oui, madame derrière, Pascal, veux-tu aller lui porter le micro? Non, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Alors, je vais vous montrer des mots à l'écran, puis vous allez essayer de me dire le plus rapidement possible de quelle couleur sont les mots que vous allez voir. Allez-y. Jaune, vert, orange, jaune, bleu, vert, jaune, blanc, jaune. Parfait. Jaune. Vous êtes très bonne, vous vous appliquez beaucoup. Je vais vous faciliter la tâche.
Est-ce que ça, c'est plus facile? Allez-y. Rouge, mauve, vert, orange, jaune, bleu, Ah, vert. parfait. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Alors, pourquoi ça, c'est plus facile que ça? C'est parce qu'on sait lire. Hein? Ça, c'est des noms de couleurs, puis c'est fait exprès, évidemment. Alors, c'est un bel exemple de plasticité cérébrale. On sait lire. Quand on voit quelque chose d'écrit, la première question qu'on se pose, c'est surtout pas c'est quelle couleur, c'est on lit. Puis c'est spontané, on n'y pense même pas. On montrerait le premier ou le deuxième à un enfant de 3 ans, il ne verrait pas la différence parce qu'il ne sait pas lire. Mais on est capable de l'empêcher. Vous l'avez fait très bien, mais ça demande du temps, ça demande de l'application. Puis si je vous laissais la diapo pendant 15 minutes, au bout de 15 minutes, vous seriez déjà meilleur à le faire. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est la même chose en douleur. Si ça fait des mois ou des années qu'on a appris que se faire toucher à certains endroits ou de faire certains mouvements, ça fait mal, même si on améliore la condition qui cause la douleur ou même si on prend un meilleur contrôle de la douleur, on a appris le chemin entre, par exemple, le toucher et ressentir une douleur, c'est le premier chemin qui passe. Donc, la plasticité cérébrale, c'est très important et ça mène à ce que nous, on appelle en douleur chronique la sensibilisation centrale, c'est-à-dire que le cerveau est beaucoup plus sensible à ressentir quelque chose qui n'est pas nécessairement douloureux ou qui n'est pas nécessairement très douloureux comme étant de la douleur. Ce n'est pas du tout dans la tête de façon péjorative. Il n'y a personne qui veut ça, mais c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Alors, c'est beau dire on va utiliser, par exemple, la médication pour aider à mieux contrôler la douleur, mais si on n'a pas compris ça, il n'y a pas beaucoup de pilules qui défont les chemins. Fait qu'il faut aussi travailler différemment pour défaire le chemin et réapprendre que certaines choses peuvent être peut-être désagréables, mais sans que ça cause une douleur très importante. Pascal en a glissé un mot tantôt. Il y a des approches pharmacologiques, donc de la médication en douleur chronique, et il y a les approches non pharmacologiques. La médication, ça ne marche pas super bien en douleur chronique, même si on prescrit les meilleurs médicaments. Pourquoi? Parce que quand la douleur est rendue chronique, il y a plusieurs endroits où justement la plasticité a fait son œuvre. Il y a des fois dans la peau, il y a des fois dans les nerfs, il y a des fois dans la moelle épinière, il y a des fois dans le cerveau. Donc, il y a plusieurs cibles à aller chercher au niveau de la médication. Puis c'est très difficile d'ajuster quelque chose pour réussir à atteindre chacune de ces cibles-là sans causer des effets secondaires qui sont intolérables. Parce que je dis toujours à mes patients, oui, je peux soulager 100% de votre douleur, ça s'appelle l'anesthésie générale. Ce n'est pas une vie. Donc, les gens ne ressentent pas, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai que les gens ne ressentent pas de la douleur, mais on arrive à la contrôler sous anesthésie générale. Personne qui vit comme ça. D'ailleurs, on a vu ce que ça a fait à Michael Jackson d'essayer d'utiliser des médicaments pour l'anesthésie générale. Donc, les approches pharmacologiques, Pascal l'a mentionné tantôt, vont en général, dans un contexte de douleur chronique, réduire la douleur d'environ 30%. J'aimerais beaucoup vous dire 85%, mais ce n'est pas vrai. Et très souvent, les attentes des gens qui souffrent de douleurs chroniques et parfois même les attentes de, par exemple, leur médecin de famille sont très, très, très élevées. Puis quand on leur dit, 30%, je pense que je l'ai d'abord. Puis on n'espère pas nécessairement mieux. Est-ce que ça arrive que c'est 70? Oui, mais c'est vraiment rare. Okay? En général, on arrive à peu près à 30%. Et c'est là que prend toute l'importance des approches non pharmacologiques dont on va vous parler un petit peu plus aujourd'hui. Donc, la médication, je me répète un peu, la médication, c'est une avenue. Encore une fois, on ne parle pas des médicaments spécifiques à la sclérodermie ou à des complications qui sont autres que la douleur, mais pour la douleur, c'est à peu près ça qu'on peut espérer. Alors, c'est important de faire équipe. C'est important d'avoir pas juste quelqu'un qui prescrit des médicaments, mais quelqu'un qui peut vous assister dans la prise en charge de la douleur chronique, autrement qu'avec des médicaments. On sait très bien que l'accès, par exemple, à des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des psychologues est difficile. C'est pour ça qu'entre autres, Pascal a fait son doctorat sur le développement d'un programme d'autogestion. Mais c'est très important d'avoir autour de soi des gens qui sont là pour nous aider. Ça peut être des professionnels de la santé, mais ça peut aussi être des proches qui nous soutiennent dans tout ça.
Fait que quand on cherche quoi faire avec une problématique, entre autres de douleur, mais je suis sûre que c'est vrai avec plein d'autres problèmes de santé, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va chercher. On va chercher sur Internet. On va voir sur Google qu'est-ce qu'on trouve. Puis qu'est-ce qui se passe? Bien, Google devient Dr Google. Est-ce qu'on trouve des bonnes choses sur Google? Oui. Est-ce qu'on trouve des mauvaises choses? Oui, définitivement. Alors, quand on cherche, il faut se dire un instant, est-ce que je cherche avec des critères de qualité qui font du sens? Si vous allez, par exemple, à la bibliothèque municipale, maintenant les bibliothèques sont rouvertes dans la ville de Québec, allez-vous prendre n'importe quel livre sans regarder ce que c'est? Sûrement pas. Mais il ne faut pas faire la même chose sur Internet. Alors, il faut prendre le temps de regarder c'est quoi les critères de qualité importants. Il faut se demander qui est-ce qui a écrit la ressource qu'on trouve. Des fois, c'est évident, des fois, ce n'est pas évident. Vous avez la chance d'avoir une association qui a vraiment des critères de qualité sur ce qu'elle met sur son site web, mais ce que vous trouvez en dehors, et particulièrement ce que vous trouvez en douleur chronique, il y a beaucoup de fois où on ne sait pas qui est l'auteur. C'est quand même important de savoir qui est l'auteur. Souvent, on n'a pas de date aussi. On ne sait pas quand est-ce que cette chose-là a été écrite. C'est une autre question importante à se poser. Ensuite, est-ce que ce qui est écrit là est basé sur des références scientifiques? Des fois, la réponse, c'est clairement oui, mais il faudrait qu'ils l'écrivent. Il faut se vanter un peu quand on crée un outil sur Internet. Il faut dire d'où viennent nos sources. Si on ne sait pas c'est quoi l'auteur, si on ne sait pas c'est quand la date, si on ne sait pas si c'est basé sur des références scientifiques, on n'a pas beaucoup de repères pour savoir si c'est bien fait et si le message qu'on nous transmet ou la suggestion qu'on nous fait va dans le bon sens. Pour remédier à ça, Marianne a dit tantôt que j'étais titulaire d'une chaire en enseignement de la douleur chronique. On a développé un site web et je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose parce que c'est gratuit. C'est mon travail universitaire, donc vous avez accès. Sur Gérer ma douleur, on a fait une partie de ce travail-là pour vous. On est allé chercher 4000 ressources. J'ai des beaux petits pads ici. Vous allez pouvoir tout avoir ça tantôt. Si vous voulez, tout le monde pourra prendre une petite feuille. Sur Gérer ma douleur, on est allé scanner 4000 ressources sur Internet et il y en a 257 sur le site actuellement. Donc, comme quoi la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Ce site-là comporte des ressources toutes gratuites. Il y en a une majorité en français, il y en a quelques-unes en anglais. Il y a des écrits, il y a des vidéos, il y a des podcasts, tout en lien avec la douleur chronique. Certaines sont en lien avec la sclérodermie, mais c'est plutôt général. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de contenu en lien avec les maladies plus spécifiques. Il y a aussi quelques ressources pour les proches aidants. Et si parmi vous, il y a des professionnels de la santé, on a aussi un programme de formation pour les professionnels de la santé. Fait que, tantôt, je peux peut-être faire circuler si tout le monde veut prendre une petite feuille, pendant que Pascal va pouvoir parler d'autogestion. Alors, c'est quoi l'autogestion? Bien, en fait, on a deux définitions ici qui sont complémentaires à mon sens. La première va vraiment décrire comment l'autogestion, c'est un processus. C'est quelque chose qui s'apprend. Puis c'est en le mettant en pratique qu'on devient meilleur, évidemment. Donc, c'est l'apprentissage et la pratique des compétences nécessaires pour mener une vie active et émotionnellement satisfaisante face à une condition chronique. Et c'est également un résultat, c'est-à-dire que quand on a réussi à trouver certains filons que l'on trouve intéressants, qui nous font du bien, bien là, on commence à en recueillir les fruits, finalement. Donc, c'est la capacité individuelle à gérer les symptômes, le traitement, les conséquences physiques et psychosociales, ainsi que le changement de mode de vie inhérent à la vie avec une maladie chronique. Donc, ça s'adresse vraiment à toute personne qui vit avec une maladie chronique, finalement, peu importe laquelle il s'agit. Et là, je vais vous mettre un chiffre ici. Excusez-moi, je reviens. On l'a. 8760 heures. En fait, c'est le nombre d'heures qu'on compte dans une année. Puis là-dessus, vous allez passer probablement tous et toutes, peut-être une dizaine d'heures si vous êtes chanceux avec un professionnel de la santé, peut-être une vingtaine d'heures. Bien ça va en laisser plus de 8700 ou c'est vous qui vivez avec la condition, puis vous êtes l'expert finalement de ce que vous ressentez à ce moment-là. Donc, c'est ce qui démontre un peu l'importance de se développer des pistes intéressantes pour mieux vivre finalement avec la condition chronique, bien que,
évidemment, le fait d'avoir le soutien d'un professionnel de la santé, c'est très porteur, ça peut être très correct. Mais vous avez un grand pouvoir d'agir à travers tout ça. Et là, j'enchaîne avec un petit vidéo de Catherine qui n'est pas atteinte de sclérodermie, elle est atteinte de fibromyalgie, mais je pense que son message est très porteur, puis peut rejoindre finalement toute personne qui vit avec une condition chronique. J'ai l'impression qu'il y a des pensées qu'elle avait qui sont peut-être pas universelles, mais quand même proches. Donc, je vous laisse écouter Catherine à l'instant. Voyons, ciboulette, je vais l'avoir. Elle va-tu partir? On revient. Ça ne sera pas long. Avant d'adopter des stratégies d'autogestion, j'étais beaucoup dans la colère. La colère, la frustration, je dirais même le rôle de victime, parce que je n'étais pas du tout une personne active au niveau de ma propre santé et c'est parce que je ressentais beaucoup d'injustice à l'égard de la fibromyalgie. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct pour mériter, entre guillemets, ce sort-là? Et donc, ce que je faisais avant d'adopter des stratégies d'autogestion, je me suis beaucoup tournée vers des solutions extérieures à moi. J'ai consulté physio, chiro, ostéopathe, acupuncture, j'ai fait de l'acupuncture, des infiltrations à la cortisone, de la médication. J'allais vraiment chercher, je me sentais tellement impuissante que j'allais vraiment chercher à l'extérieur de moi pour m'aider en fait à passer à travers ces douleurs chroniques-là. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que pendant toutes ces années-là de colère et de recherche de solutions à l'extérieur de moi, c'est que j'ai oublié d'aller regarder à l'intérieur de moi pour voir est-ce que je pourrais peut-être moi aussi agir sur les douleurs chroniques. Ce que j'ai réalisé, en fait, au fil du temps, c'est vraiment de me dire que, peut-être que j'ai une puissance d'agir sur les douleurs chroniques, aussi minimes soient-elles, et de me donner la chance, en fait, d'essayer diverses stratégies d'autogestion et de voir avec lesquelles je suis le plus à l'aise, qui me rendent confortable et qui viennent naturellement, en fait, au fil du temps, s'intégrer dans ma vie. Donc, Catherine met bien la table à ce qui va suivre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être entreprises. Mais ça ne veut pas dire que toutes ces choses-là collent à votre réalité à vous. Puis ça ne veut pas dire que ça vous intéresse nécessairement. Mais des fois, l'idée, là, c'est juste d'ouvrir une petite porte vers quelque chose qui peut être entrepris. L'idée, ce n'est pas de tout tenter de mettre en pratique non plus. Il y a des choses qui peuvent être plus intéressantes, puis c'est très correct à cet égard-là. Donc, dans le fond, un des premiers éléments, bien, c'est évidemment l'éducation sur la douleur, c'est de bien comprendre c'est quoi la douleur, puis de bien, en fait, je ramène un peu des éléments qui peuvent jouer sur la douleur, c'est-à-dire que les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux sont toujours en interaction. Si vous avez un super bon soutien de la part de vos proches, ça peut faire en sorte que vous allez mieux, ne serait-ce que parce que vous vous sentez compris. Inversement, dans le fond, s'il y a des choses qui sont plus difficiles finalement sur le plan du travail ou sur d'autres plans, bien, ça se peut que ça fasse en sorte que ça augmente le volume de la douleur dans ces situations-là. Un des éléments qui ressort en sclérodermie, en fait, là, c'est que la pratique régulière de l'activité physique est associée à une intensité puis une interférence de la douleur qui vont être plus faibles chez les personnes atteintes. Donc, suivre un programme adapté d'activité physique est une des recommandations qui ressortent dans la littérature. Puis évidemment, quand on dit ça, là, l'activité physique, là, je ne veux pas que vous ayez en tête la pratique d'un sport, puis qu'il faut vraiment que je me dépasse, puis c'est pas ça. Des fois, là, ça peut être je commence à marcher, puis je peux commencer à marcher 5 minutes s'il faut. Puis si 5 minutes, ça a l'air trop, je le fractionne. Je vais aller marcher 2 fois 2 minutes dans ma journée. Puis c'est correct, c'est à la hauteur de ce que vous vous sentez capable. Puis après ça, si on arrive à atteindre un certain confort, je vous dirais, dans la pratique, bien là, on augmente de façon très graduelle. Mais je veux que vous gardiez que c'est à la portée de tous parce que vous y allez en fonction de vos capacités.
C'est pas, il n'y a personne à impressionner. Autrement dit, là, c'est vraiment pour vous que vous le faites. Ça peut passer par des étirements, dans le fond, étirements sur chaise. Donc, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui va vous demander nécessairement de sortir tous les jours. Des fois, juste le fait de faire certains étirements, on peut déjà avoir un gain, finalement, sur votre fonction physique. Le recadrage cognitif puis le suivi psychologique. Je vous l'ai dit, la douleur, elle est à la fois physique et émotionnelle. S'il y a des gens qui vous incitent à aller consulter un psychologue, par exemple, ça ne veut pas dire que la douleur, elle est dans votre tête. Ça veut juste dire que si à certains moments, vous vivez de la frustration, de la colère, de la dépression, de l'anxiété, bien tout ça, ça va avoir un impact sur votre douleur. Et le fait de le reconnaître, de le nommer, puis de recadrer certaines des pensées que vous pouvez avoir, ça peut avoir un gros effet sur comment vous vous sentez dans votre corps. Donc, c'est un élément à ne pas négliger. Certaines croyances que vous entretenez peuvent mener à l'adoption ou au maintien de certains comportements qui sont contre-productifs, qui vont à l'encontre d'une bonne gestion de la douleur. Donc, des fois, justement, d'essayer de se sortir de ce cercle vicieux-là, bien, ça peut être très porteur. Oups, là, j'ai de la misère avec mon... Je m'excuse, on repart. Ça, c'est cute, fait que je vais vous le ramener. Bon, alors voilà. La cohérence cardiaque, tout ce qui est méditation, relaxation, respiration peut avoir de super beaux effets. Il y a plusieurs formes à finalement regarder, à explorer. Il faut voir qu'est-ce qui peut vous convenir à vous. Des petites vidéos de cohérence cardiaque, comme ça, des exercices de respiration, il y en a vraiment plusieurs sur Internet, donc ça peut être pertinent. Quelque chose qui prend à peine 5 minutes dans votre journée, donc potentiellement à explorer. Le pacing, qui est la gestion de l'énergie, est un des éléments à ne pas négliger. C'est difficile à mettre en pratique au départ, mais ça peut avoir vraiment de beaux résultats. Donc, c'est une stratégie qui implique, entre autres, le fait de fractionner puis de planifier ses activités. Si dans ma semaine, je sais que j'ai 3 rendez-vous médicaux, j'ai une rencontre, je dois planifier quelque chose qui est très important, qui va être très énergivore. L'idée, ça va être d'essayer de répartir ces éléments-là à travers les journées de la semaine pour ne pas que certaines journées soient trop surchargées. Parce qu'après ça, bien, c'est possible que vous ayez vraiment une augmentation de la douleur qui peut être évitée. Donc, ensuite, on essaye de maintenir un niveau d'activité constant, d'accepter les capacités actuelles. Puis en faisant tout cela, dans le fond, on essaie de se fixer certains objectifs. Donc, de dire, bon, OK, là, je vais tenter de m'observer puis de voir qu'est-ce qui me fait mal au final. Combien de temps je suis capable de rester dans certaines positions? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles? Puis par la suite, on essaie d'alterner entre des périodes d'activité, puis des périodes de repos, entre guillemets, qui ne veut pas nécessairement dire d'aller se coucher. Là. Ça peut être tout simplement dire, bien, si je coupe des légumes, bien, ça se peut que je m'arrête à mi-chemin dans ma planification de sauce à spag, puis que j'aille m'asseoir pour faire une autre activité, juste le temps de me remettre finalement. Et par la suite, je peux continuer et ça va me permettre de garder un niveau d'énergie qui est beaucoup plus stable dans le temps. Les habitudes de vie. Donc, j'ai vu qu'il y a certaines ressources sur le site de l'association sur la nutrition. Je vous invite à les consulter. En fait, il y a des éléments, si vous avez du reflux gastro-œsophagien, bien là, à ce moment-là, on va peut-être essayer d'éviter certains aliments, le café, le thé, le chocolat, puis de ne pas se coucher, finalement, d'essayer d'éviter d'aller se coucher, je dirais, au mieux 2 à 3 heures après avoir mangé ces aliments-là. Donc, ce sont des ressources que je vous invite fortement à regarder. Puis, il y a peut-être des aliments qui sont à éliminer complètement. Et ça, bien souvent, ça peut être de l'essai et erreur, à savoir qu'est-ce qui aide moins, à quoi je suis sensible, finalement. Et l'arrêt du tabagisme, bien, on le sait, le tabagisme va avoir des effets ravageurs sur la peau. En situation de sclérodermie, bien, évidemment, on est dans une situation où on veut éviter ça le plus possible. Puis, ça peut avoir beaucoup d'autres impacts sur
d'autres symptômes de la sclérodermie. Donc, on vous invite fortement à le considérer ou à tout le moins à atténuer si jamais vous fumez. Et au final, dans le fond, on tente de maintenir le changement, des fois en s'engager dans une avenue. Puis là, si vous ciblez un seul élément parmi ceux que je viens de nommer, juste ça, des fois c'est difficile et c'est difficile pour tout le monde. Hein? Je pense qu'on a tous déjà essayé de changer certaines habitudes de vie. Je veux normaliser la situation, c'est pas facile. Donc, le fait d'essayer de maintenir, finalement, des fois, ça va impliquer de se fixer des objectifs qui sont réalistes. On n'essaye pas de mettre la barre très, très haute pour être capable de garder, finalement, cette habitude-là à travers le temps. Et le fait de suivre un programme d'autogestion peut aider. En fait, c'est sûr que ça va vous accompagner, ça va vous permettre peut-être d'encadrer ces changements-là. Et on voit dans la littérature que les programmes et les applications mobiles peuvent avoir un effet, entre autres, sur l'intensité de la douleur à court et moyen terme, la dépression à court et moyen terme, la catastrophisation, c'est-à-dire de se concentrer beaucoup sur la douleur puis d'avoir l'impression qu'on a peu de contrôle, hein, et l'auto-efficacité à court terme. Donc, ça suggère que ça vaut la peine d'aller regarder des programmes d'autogestion. Et c'est ce qu'on a développé. En fait, ce n'est pas spécifique à la sclérodermie. C'est un programme d'autogestion pour la douleur chronique, toutes conditions confondues, mais ça regroupe finalement tout ce dont je vous ai parlé. C'est le programme Agir pour moi qui se situe qui est accessible en fait sur le site Gérer ma douleur. Et là, je vous montre un petit peu de quoi ça peut avoir l'air. On a plusieurs vidéos ici. On a Natacha, qui était une collaboratrice, qui dit comment le fait d'avoir pratiqué des étirements le plus régulièrement possible a vraiment eu de beaux effets sur le plan de son sentiment de raideur, sa douleur. Et ensuite, dans le fond, on va avoir tout un contenu qui est narré. Vous pouvez l'écouter si ça ne vous tente pas de lire. On va avoir certains exercices de compréhension à travers tout ça. Donc, ça vous donne une bonne idée de, finalement, ce qui est disponible là, sur le site. Ça se fait en 8 semaines, puis vous y allez finalement à votre rythme. Si vous souhaitez prendre une pause au travers de tout ça pour mieux intégrer certaines choses, libre à vous, bien évidemment. Vous le faites au moment qui vous convient. Et là, ça, c'est la vidéo d'étirement dont vous aviez vu le début tout à l'heure. Et les effets de ce programme-là en particulier, chez une population qui vit avec de la douleur chronique, là, tout type de conditions confondues sont nombreux. En fait, il y a plusieurs personnes qui mentionnaient avec la méditation, je me sens moins irritable, ça a eu un gros impact sur tout mon état général, je m'endors plus vite en faisant ces exercices-là. Des fois, s'endormir quand on a de la douleur, ça peut être fort difficile. J'ai l'impression que je peux plus contrôler mes pics de douleur et je sais pourquoi je vais en avoir. Évidemment, on vous suggère de l'explorer puis vous adhérer finalement à ce qui vous convient. Donc, ces stratégies-là ne visent pas spécifiquement une réduction de la douleur comme telle. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez une meilleure gestion puis une réduction de son impact sur votre fonctionnement. Donc, si vous arrivez d'emblée à faire vos journées ou à entretenir certaines relations ou à avoir des petits gains sur ce plan-là, bien, c'est déjà quelque chose finalement qui implique une meilleure gestion et une hausse de la qualité de vie. Donc, notre but, c'est qu'en essayant divers chemins, finalement, bien, vous trouviez le vôtre pour mieux vivre finalement avec cette condition-là. Et c'est ce qui est arrivé finalement avec Jean-Georges qui dit « c'est un peu comme si j'apprivoisais la douleur ». Donc, sur ce, on va avoir beaucoup de temps finalement pour des questions. On remercie chaleureusement nos partenaires, donc le Réseau québécois de recherche sur la douleur, le CIRIS, l'Université Laval et le CHU de Québec. Et Hélène, on aime Hélène. Qui est la directrice du Réseau québécois de recherche sur la douleur. Je veux mentionner, Pascal, c'est la maman d'Agir pour moi, c'est son projet de doctorat. Ça a été un super beau projet, très porteur, mais je veux aussi nommer le fait que ce projet-là a été basé évidemment sur la littérature scientifique, mais a été co-construit avec 7 personnes qui vivent avec la douleur chronique, avec des conditions différentes, qui nous ont partagé, un peu comme Catherine ou Natacha, que vous avez vu,
Qu'est-ce qui, pour eux, a fait une différence? Donc, les stratégies ne sont pas les mêmes pour chaque personne. Il y a des gens pour qui, par exemple, la méditation, ça parle beaucoup. Il y en a d'autres que ça ne les intéresse pas, mais qui vont aller vers d'autres stratégies, comme l'activité physique régulière ou tout ça. Donc, l'idée d'agir pour moi, c'est un peu comme un menu dégustation dans un restaurant. On vous fait goûter à plein de choses, puis la prochaine fois, vous allez être capable de dire, « Bien, moi, c'est telle chose que je préfère manger. » Donc, c'est d'essayer. Et la méditation, c'est un bel exemple parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on n'aurait pas nécessairement cru que c'est cette stratégie-là qu'ils auraient adoptée. Et ils ont pris la peine de l'essayer. Puis finalement, oh surprise, c'est vraiment quelque chose qui a été important pour eux. Donc, voilà, c'est un très beau projet. C'est un projet qui est fait, c'est quelque chose qui est fait pour être fait par vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'accompagnement d'un professionnel de la santé. Donc, qui dit pas de professionnel de la santé, dit pas de liste d'attente. Alors, c'est l'idée derrière Agir pour moi. Peut-être qu'on peut reculer puis mettre une diapo de Gérer ma douleur ou quelque chose, peut-être plus en arrière encore. Bien là, ça, c'est bon pour que ça continue. Voilà, on a une vingtaine de minutes facilement pour des questions, s'il y en a. J'espère qu'il y en a. Oui. Oui. J'essaie de comprendre comment on peut combattre ça, tout ça. Dans le fond, si on a une douleur chronique, c'est un peu comme si notre cerveau, il n'arrivait pas à sortir ça de la tête, je comprends bien. Peut-être qu'il n'est plus là, vraiment, la douleur. Ouais. Comment on fait pour combattre ça? Ouais. La question, je vais me permettre de la répéter parce que la conférence d'aujourd'hui est enregistrée, donc on ne vous entendra peut-être pas. Donc, la question est comment on fait pour aller à l'encontre un peu de la plasticité cérébrale quand on a une problématique de douleur chronique? Alors, c'est une excellente question et si j'avais une réponse simple, ce serait merveilleux. Mais je pense que la première chose à savoir, c'est savoir que ça existe. Savoir que le fait d'avoir de la douleur pendant longtemps va modifier la façon dont notre cerveau fonctionne. Et ça, tu sais, je vous l'ai montré avec un exemple simple, mais quand on fait, par exemple, de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, quand en recherche, on évalue quelles sont les zones du cerveau qui sont actives dans certaines conditions, on est capable de le démontrer, cette plasticité-là. Fait que de fait de le reconnaître, de savoir un peu c'est quoi, c'est la première étape. Ensuite de ça, ben, c'est pas de se dire « ben c'est pas vrai, ça me fait pas mal pour vrai, fait que je vais continuer ». Mais c'est juste de rester à l'affût de « OK, peut-être qu'on pourrait essayer de désensibiliser ». Comme par exemple, les gens qui font de l'activité physique dans un contexte de douleur vont souvent nous dire « Hey, je suis allé marcher 5 minutes, j'ai eu mal partout ». Oui, moi, si je n'ai pas marché pendant des mois, puis je vais marcher, moi aussi, je vais avoir mal partout, mais ce n'est pas nécessairement une exacerbation de la douleur, c'est juste d'être raqué. Des fois, je dis aux gens, tu sais, moi, je suis allée jouer au golf une fois avec ma sœur, là, puis j'ai failli me rester sur le terrain de golf après 9 trous parce que je ne fais jamais ça. Alors, si on n'est pas habitué de marcher, puis qu'on va marcher, puis qu'on a mal, mais peut-être que ce n'est pas juste la problématique de base, c'est peut-être juste parce qu'on a fait travailler des choses. Fait que juste de reconnaître ça, d'appliquer le pacing, je pense que c'est une chose super importante. Moi, j'ai des patients, je ne traite pas juste des patients avec de la sclérodermie, c'est même une minorité de ma pratique. Je traite essentiellement des gens qui ont des douleurs chroniques de divers, suite à divers problèmes. Des fois, reprendre l'activité, c'est dire à quelqu'un, habillez-vous 3 fois par semaine. Des fois, ça commence là. Fait que c'est sûr que si on dit à ces gens-là, allez marcher, ils vont dire, ben oui. Oui, docteur, je vais aller marcher, puis ils le feront jamais. Fait que c'est de commencer par des petits pas pour se désensibiliser un peu. Je n'ai pas de bien meilleure solution que ça, mais c'est de réussir à défaire le chemin, un peu de la même façon dont on peut pratiquer d'apprendre à lire la couleur plutôt que le mot. Bien sûr, évidemment, de réussir à mieux comprendre la maladie, de mieux comprendre la douleur chronique avec l'aide, par exemple, parfois de psychologues, d'ergothérapeutes, ça peut nous aider, mais on sait que ce n'est pas toujours accessible. Mais je pense que la première étape, c'est vraiment de le reconnaître, puis faire de l'essai-erreur, puis le pacing, puis toutes les notions d'autogestion qui peuvent nous aider aussi. Je ne sais pas si tu voulais ajouter d'autres choses. Malheureusement, il n'y a pas de recette magique et de recette unique, je pense, par rapport à ça. Anne-Marie a bien fait le tour. Puis on est, je dirais quasiment, pas qu'on est au balbutiement, mais franchement, vis-à-vis de la douleur chronique, il y a beaucoup d'essais et erreurs. On n'a pas de solution unique, tout à fait. Oui. On aurait une petite question. Allez-y. Aujourd'hui, on a, en tout cas moi, j'ai appris que les gens qui ont la sclérodermie, qui ont la scléromyosite, que ça finit qu'en fin de compte, on a trouvé
comme un genre de problème mécanique. Oui. Tu as moins d'oxygène qui se rend dans le muscle. Alors, moi, je pense qu'il faut bouger pareil. Puis, ce que je suggère, c'est 5 minutes. Commence par 5 minutes. Si ça va bien, rajoute une. Puis, si ça va moins bien, baisse. Mais est-ce que, à un moment donné, on est capable, probablement avec la médication, avec la méditation, avec tout le reste, est-ce que, quand c'est au niveau mécanique, est-ce qu'on est capable de défaire le chemin? La question, c'est est-ce que quand on a une douleur qui est plus d'origine mécanique, nous, on va appeler ça une douleur nociceptive, c'est l'autre nom que ça porte, est-ce qu'on est capable de défaire le chemin de la plasticité cérébrale? La réponse, c'est oui. Le chemin de la plasticité cérébrale, il peut se défaire qu'on ait une douleur viscérale, neuropathique, nociceptive. Le chemin peut se défaire. Maintenant, il ne se défait pas nécessairement de la même façon, puis il faut tenir compte de la limitation des gens. Si quelqu'un a, par exemple, je vais dire n'importe quoi, une sténose spinale au niveau de la colonne qui l'empêche de marcher beaucoup, bien oui, on peut améliorer la condition, mais on ne sera peut-être pas capable d'aller marcher une demi-heure sans s'arrêter. Fait qu'il faut tenir compte de la condition de base des gens qui ont ça. Si quelqu'un a une prothèse de genou puis reste avec de la douleur, bien oui, on va lui faire de l'activité, mais ce ne sera peut-être pas de la marche dans la côte ici en arrière. Donc, il faut y aller graduellement. Puis j'oserais vous dire que 5 minutes, c'est énorme pour beaucoup de personnes. Fait que des fois, ça commence par 30 secondes. Je parlais tantôt de s'habiller. Mais des fois, on commence par dire aux gens, essayez de vous habiller à tous les jours, parce que c'est si facile quand on est à la maison de rester en pyjama. Moi, je le fais de temps en temps, mais pas si souvent. Mais après ça, une fois qu'on s'est habillé, bien, c'est de sortir dehors. Puis des fois, je dis aux gens, bien, commencez juste par mettre le nez dehors. Des fois, ça, c'est suffisant. C'est un effort suffisant. Parce que des fois, je dis aux gens, quand vous venez me voir, moi, à l'hôpital, pendant combien de temps vous payez pour après? Moi, j'ai des patients qui restent couchés une journée après leur rendez-vous. Mais si on ne leur demande pas, on ne le saura pas. Donc, après ça, c'est bien aller marcher 1 minute. Puis comme l'a tellement bien dit tantôt Pascal, si, mettons, 5 minutes que vous proposez, c'est trop, bien c'est de dédoubler dans la journée. Parce que 5 minutes, c'est peut-être beaucoup, mais peut-être que 2 minutes fois 2 ou même fois 3, ça peut être bien. Fait que c'est de fractionner l'activité puis d'adapter. La marche, c'est une excellente activité, mais il y a des gens pour qui marcher, c'est très difficile. Donc, il y a, entre autres, dans Agir pour moi, puis il y a plein d'autres endroits ailleurs, des activités qui se font, par exemple, sur une chaise ou autrement. Puis oui, il y a des gens qui ne sont pas capables de faire de l'activité physique à cause de leurs conditions, mais il y a d'autres stratégies à ce moment-là qu'on peut utiliser. Plaisir? Et peut-être, je vous retiens, et peut-être qu'il y a des gens dans la salle présentement qui se disent « Oui, mais moi, je passe au travers, là. Puis on jase de 5 minutes, 2 minutes, là, de la petite bière, cette affaire-là. Là. » Ça se peut qu'il y ait des gens parmi vous, puis il y en a plein dans la population en général, qui vit avec la douleur chronique et qui n'est pas très bon, je dirais, à cibler à quel moment je dois m'arrêter. Donc, si vous, en fait, il y a les deux. Hein? Il y a des gens qui doivent réaugmenter un petit peu, puis il y a les gens qui doivent diminuer. Et dans le fond, de persister à travers la douleur, c'est pas mieux, là. Donc, il faut vraiment être capable de dire, bien, peut-être que si je commence à avoir une augmentation de mes symptômes, puis les symptômes, c'est pas nécessairement la douleur, les symptômes, ça peut être la fatigue, ça peut être comme autre chose, il y a un signal finalement que, OK, ça commence à... Si dans votre tête, ça dit non, je suis plus fort ou je suis plus forte que cette affaire-là, puis moi, je vais y montrer que ça se passera pas de même, vous exacerbez les choses. En fait, c'est pire. D'une autre façon, mais c'est pire quand même. Donc, de prendre le temps de s'arrêter, puis ça peut être plus difficile pour les hyper-performants de dire « Ah, OK, ouais, là, ça fait un petit bout là, que je suis debout, ou ça fait un petit bout que je fais telle affaire. » Puis, mais c'est vrai à l'inverse aussi. C'est-à-dire que le pacing, qu'on disait, la gestion de l'énergie, elle est autant vraie pour un que pour l'autre. Puis peut-être qu'on n'a pas tendance dans nos présentations à le mettre de l'avant, mais il y a énormément de personnes, finalement, pour qui ça s'adresse. Oui. Attends un petit peu, moi, j'ai encore de quoi ajouter. Ah oui, OK, on repart. Je m'excuse. Après ça, vous allez avoir toute la place. Ouais. Merci, c'est gentil. Ben, un peu quand même, j'espère. On vient de passer la période du jardinage, là, le nombre de mes patients qui ont dit « Ah, j'ai jardiné, oh my God, j'ai payé pour. » C'est le genre de situation où moi aussi, quand je jardine, hein, ça arrive, hein? Moi aussi, quand je fais ça, puis quand je veux vaincre les mauvaises herbes de ma plate-bande, je ne m'arrête pas beaucoup.
faut se mettre un timer. C'est plate, il faut se mettre 1 heure. Il faut dire à quelqu'un, quand il va être 2 heures de l'après-midi, viens me le dire, puis oui, il faut arrêter, même s'il en reste rien qu'un petit bout. Parce que pendant qu'on est dedans, on ne s'en rend pas toujours compte, hein, ça arrive, puis le lendemain, on paye pour. Le range qu'on se donne d'activité physique, c'est de dire, si vous faites quelque chose une journée, ça se peut que ça augmente la douleur ou la fatigue ou n'importe quoi, mais il faudrait, par exemple, être capable de refaire la même chose demain. Fait que si demain, on n'est plus capable d'arracher des mauvaises herbes, moi, je n'étais plus capable le lendemain, là, j'ai dépassé ma limite, mais c'est comme ça un peu qu'on le mesure, mais il y a pas, chaque personne va avoir une mesure différente, puis selon l'activité du jour, il va avoir une mesure différente, mais il faut arriver à se trouver une façon, puis il ne faut pas hésiter à s'arrêter si on a envie d'en faire trop, parce que sinon, c'est pas mieux si on paye pour après. Voilà. À vous maintenant. Je comprends bien au niveau de l'activité physique. Ouais. L'activité intellectuelle, Ouais. se challenger le cerveau à faire quelque chose qui nous empêche de réfléchir de certaines façons, à se déprogrammer. Est-ce que c'est bon, ça? La question, c'est est-ce que le channel, l'activité intellectuelle est une bonne chose aussi? La réponse est exactement la même que pour l'activité physique. Alors, oui, il faut se challenger pour se garder en forme cérébralement, mais de la même façon que si on dépasse l'activité physique, si on fait une activité intellectuelle qui est très, très, très demandante, puis qu'après ça, on est très fatigué, bien, on recule au lieu d'avancer de la même façon. Fait que peut-être que d'entendre des conférences toute une journée ou 2 jours, c'est très challengeant intellectuellement, mais c'est la même affaire que pour l'activité physique. Fait qu'il faut, oui, trouver quelque chose qui va nous changer les idées. La distraction, c'est un des moyens d'autogestion de la douleur, mais ça ne marche pas pendant une semaine. Fait qu'on peut se distraire pendant un certain temps, même que c'est extrêmement important. La douleur, elle ne disparaît pas dans la vie, mais l'autogestion, l'idée, c'est de mettre le spotlight ailleurs, sur d'autres choses de plus intéressant. Fait que si pendant un certain temps, de faire des mots croisés, du sudoku, n'importe quoi qui demande une certaine attention, ça, c'est une façon d'enlever le spot de la douleur, c'est bien, mais si on le laisse là trop longtemps, à un moment donné, la douleur va revenir. Fait que c'est un peu le même principe, mais c'est une très belle stratégie. Tu voulais-tu ajouter quelque chose, Pascal? Non, OK. complet. Oui. Les groupes de support, mais en fait, il y a des activités qui existent dans les cliniques de douleur. Généralement, il faut être un patient de la clinique de douleur. Par contre, il y a l'Association québécoise de douleur chronique qui offre plein de choses. Leur site web est en refonte. Là. Il y a des choses encore qui sont, je ne dirais pas moins intéressantes, mais moins d'actualité sur leur site web, mais surveillez, ça s'en vient. La QDC offre une ligne de support à tous les jours de la semaine et même certains soirs, donc pour les problèmes de douleur chronique. Il y a des conférences qui ont lieu à peu près à tous les mois, qui sont ouvertes au public, qui sont en ligne et qui sont enregistrées, qui vont se retrouver sur le site aussi sur différents sujets en lien avec la douleur. Si je ne me trompe pas, le prochain, c'est sur le sommeil, hein, sujet problématique pour plein de gens, avec ou sans douleur. Et ils ont aussi des groupes de support, l'Association québécoise de douleur chronique, qui se déroulaient en présentiel, qui pour la majorité sont restés en ligne. Je ne sais pas si ça va revenir parce que c'est difficile dans des régions un peu plus éloignées d'avoir un groupe dans une ville puis de déplacer les gens. Mais il y a des groupes de support où il y a parfois des professionnels de la santé, parfois c'est des gens qui ont des expériences vécues de douleur qui vont aller témoigner de ce qu'ils ont appris. Tout ça, ce n'est pas un groupe de « moi, j'ai mal à telle place », ce n'est pas ça du tout. Donc, c'est un site que vous pouvez aussi aller visiter, l'Association québécoise de douleur chronique. Dans les cliniques de douleur, je peux parler pour celle du CHUL, on a pour notre clientèle un groupe d'autogestion de la douleur, en fait, qui est un groupe d'éducation, 5 fois 2 heures sur 5 semaines, mais c'est essentiellement le contenu qu'on retrouve dans Agir pour moi. Fait que c'est sûr que ça peut être le fun d'être en présentiel avec un professionnel de la santé, échanger. Évidemment, il faut être un patient de la clinique de la douleur pour avoir accès à ça, mais beaucoup de cliniques de douleur à travers la province offrent des programmes de gestion de la douleur qui ressemblent un peu à ça. Mais l'idée de développer Agir pour moi, c'était de faire quelque chose où il n'y avait pas de liste d'attente. Voilà. Oui? Le programme Agir pour moi est gratuit.
accessible sans même que vous ayez à rentrer un mot de passe ou un code d'utilisateur ou quoi que ce soit. Donc, assurément, en fait, je vous montrerai, je vais vous donner, en fait, une des petites feuilles, là, puis on vous expliquera comment le trouver. Mais si vous tapez dans Google directement « Agir pour moi », c'est le premier lien en haut, puis vous cliquez dessus. Il est là, pas numéro de RAMQ, il n'y a pas besoin de rien, c'est vraiment libre, accessible ou tout ça. Si vous allez sur le site Gérer ma douleur, j'en profite pour faire du pouce sur votre question, on va vous proposer de vous créer une connexion. Ça ne donne rien au site, sinon des statistiques, mais ça vous permet de, si vous faites le programme Agir pour moi, qui est sur 8 semaines, ça vous permet de vous retrouver à chaque fois à la même place où vous étiez rendu. Sinon, si vous n'êtes pas connecté, bien, vous arrivez au début, mais vous allez facilement retrouver où vous étiez rendu. Ça vous permet aussi, je vous ai parlé des ressources tantôt, où on a 257 ressources sur le site, ça vous permet de garder des favoris. Fait que des fois, vous allez, par exemple, trouver une conférence d'1 heure où j'ai pas le temps, où j'ai pas le goût, j'ai pas la forme pour écouter 1 heure de conférence, mais je vais mettre un petit cœur dessus, puis la prochaine fois, je vais le retrouver facilement. Donc, la connexion n'est pas nécessaire, mais elle donne accès à quelques informations de plus, mais tout ça est disponible complètement gratuitement. Puis je le répète, là, ça nous donne personnellement, à part de la fierté, là, ça ne nous donne rien monétairement ou tout ça. C'est un projet de l'Université Laval qui a été développé pour les patients, les proches et les professionnels de la santé. Oui? La même question, lorsque l'expérience de la douleur s'accompagne d'anxiété anticipatoire, c'est-à-dire au sens où la personne va s'imaginer que demain et après-demain, l'expérience va être aussi pénible, sinon pire. À ce moment-là, je présume que l'expérience même de la douleur peut être exacerbée par cette espèce de cercle vicieux. Okay? Comment on sort de ce cercle-là? Je pense que la première étape, un peu comme Anne-Marie le disait, c'est de l'identifier. Puis des fois, c'est pas facile, on ne se voit pas. Si je prends dans Agir pour moi, il y a une des sections qui est sur la gestion des pensées et des émotions. Le premier élément, ça va être beaucoup de s'observer, de voir à quoi je pense et dans le fond, qu'est-ce que je me dis dans ma tête. On a tous un narratif qui peut être plus ou moins fertile. Il y en a pour qui c'est assez constant, je dirais, là, la petite voix qu'on entend dans notre tête. Puis à partir du moment où vous identifiez des pensées, justement, du type « je suis plus capable d'endurer ça, ma douleur n'aura pas de fin », il y en a pour lesquels ça va être « je vais mourir tellement j'ai mal ». Donc, ça peut être de les écrire dans un premier temps et de les challenger. Donc, OK, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une affirmation? C'est pas parce que je le dis dans ma tête que c'est vrai. Ça, premier élément à se souvenir. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que si je partageais cette pensée-là avec quelqu'un, la personne, elle me répondrait « oui, c'est vrai » ou si elle aurait tendance à me dire « non » pour telle raison. Puis après ça, l'idée, c'est de recadrer sa pensée avec une pensée plus réaliste. Puis on s'entend, vivre avec de la douleur, c'est pas facile. Ça ne veut pas dire que vous avez des pensées négatives, qu'elles ne sont pas réalistes. Il y a des pensées, effectivement, qui sont négatives puis qui sont vraies. Mais certaines pensées anticipatoires, justement, du genre, admettons, ce qu'on peut avoir, c'est « oh, il annonce humide. Bien là, je suis sensible à l'humidité, ma journée va être épouvantable demain, je ne serai pas capable de bien dormir, je vais me lever, ça va être l'enfer. » Bien, ce type d'éléments-là, puis c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent être sensibles à ça, mais c'est de se dire « OK, bien, je vais faire ce que je suis capable avec les capacités que j'ai demain matin. Je vais... » Puis, ça peut avoir l'air de base, hein? Tu sais, des fois, on entend ça, puis on se dit « ouais, ça va être quoi l'effet de ça? » Mais ça vient, encore une fois, rejoindre l'idée de plasticité cérébrale. Donc, on est en train d'essayer de recréer un chemin dans notre tête, donc des nouveaux neurones, des nouvelles connexions qui vont être plus positives. Puis plus je repasse par le même chemin, plus je suis capable de me dire « OK, non, regarde, c'est pas grave si j'ai mal dormi. Oui, ça se pourrait que j'aie mal, mais habituellement, est-ce que je suis capable de tolérer ce type de douleur, cette intensité de douleur-là? Qu'est-ce qui s'est passé les dernières fois que j'ai vécu ça? Comment je m'en suis sortie? » Bien, à ce moment-là,
ça peut recréer des chemins dans votre tête. Puis même si c'est de base, en fait, c'est quand même efficace. Fait que d'avoir aussi potentiellement un journal de gratitude, puis là, j'appelle ça un journal de gratitude, vous pourriez donner le nom que vous voulez. La gratitude a vraiment un impact réel sur la qualité de vie et sur différentes notions physiques et psychologiques. Donc, d'être capable d'identifier différents éléments pour lesquels on ressent de la gratitude ou pour lesquels on est content, heureux, satisfait à la fin de notre journée peut avoir un gros impact. Donc, de dire, OK, à tous les jours, là, je vais me forcer. Moi, je le fais des fois avec mes enfants même parce que la gratitude, il faut que ça s'apprenne à un certain moment. Des fois, on a l'impression que c'est long, c'est difficile. Mais de dire à la fin de la journée, OK, de quoi vous êtes satisfait? De quoi vous avez... Tu sais, y a-t-il quelque chose? Puis ça peut être aussi de base que j'ai croisé quelqu'un qui m'a souri, je me suis sentie bien dans ma... Tu sais, il n'y a pas de réponse sotte à cet effet-là. Puis on ne le fait peut-être pas suffisamment dans notre quotidien. Hein? D'après moi, ça devrait être toujours un petit peu ramené. Puis ça fait en sorte que, dans le fond, la pensée que vous avez va vous amener une émotion qui est plus positive et cette émotion-là, vous allez avoir plus de facilité à la ressentir la prochaine fois que vous allez repenser à ce que vous avez noté. Fait que la récurrence, la répétition est un élément à ne pas négliger. Oui, puis c'est très bien expliqué dans Agir pour moi. Puis ce que Pascal vous a expliqué là, c'est démontré dans la littérature scientifique. Là, c'est pas juste notre idée à nous. Puis j'ajouterais à ça que c'est très normal, hein, quand on vit avec la douleur chronique ou quand on vit avec des limitations, c'est très normal à un moment donné de faire de l'anticipation négative. On est tous des humains. Donc, il faut aussi normaliser ça, puis pas dire « Ah ben vous êtes faible » ou « c'est dans votre tête ». C'est pas ça du tout, mais c'est de reconnaître ça puis de dire « ben on peut peut-être créer un autre chemin ». Mais j'en connais pas, moi, de patients qui viennent nous voir en clinique de douleur puis qui disent « Ah non, j'ai jamais ce type de pensée-là ». Tout le monde en a. C'est juste qu'il faut que ça prenne pas toute la place. D'autres questions? Nous demeurons disponibles si jamais vous avez des questions que vous ne voulez pas partager nécessairement avec l'ensemble des participants aujourd'hui. S'il y en a parmi vous qui souhaitent, il nous reste quelques petits pads, là, c'est correct de prendre une feuille. S'il y en a qui travaillent avec des gens qui vivent avec de la douleur ou qui disent « Ah, moi, je voudrais apporter ça à mon physiothérapeute » ou tout ça, il nous en reste quelques-uns en avant. Et si jamais vous voulez avoir pour des bonnes raisons, plus de petits dépliants comme ça, vous pouvez écrire sur le site web, il y a une adresse, on peut vous en envoyer. Puis il y a des affiches qui existent aussi, on peut vous l'envoyer, à vous de l'imprimer, mais il y a des affiches qui existent aussi pour expliquer qu'est-ce que c'est gérer ma douleur. Alors, merci beaucoup de votre écoute.